Bonsoir et bienvenue dans les légendes de Monsieur Lee. Vous êtes chaque jour plus nombreuses et nombreux à écouter ces histoires, à les laisser vous accompagner le soir et je vous en remercie du fond du cœur. Cette vidéo est un peu particulière car à la fin de cette vidéo, j'ai un message très important pour chacune et chacun de vous pour que nous discutions ensemble de l'avenir de cette chaîne. Donc s'il vous plaît, après la fin du conte, restez bien à l'écoute parce que ce que j'ai à vous dire est très important et j'aimerais vraiment qu'on puisse mettre tout cela en partage. Merci d'avance à vous. Pour célébrer le printemps, ce soir, je vous raconte l'histoire d'un rythme ancien, d'un battement de terre et d'ombre, de lumière et d'absence, une légende qui parle du temps, de la perte et du retour. Voici la mémoire des saisons, la réécriture douce du mythe de Perséphone, celle qui descend, celle qui revient, celle par qui naissent les saisons. Si ces récits vous apaisent, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez les mots faire leur chemin. En route. Avant que le monde ne connaisse le manque, il y avait l'abondance. La terre offrait sans compter. Le blé poussait de rue, les arbres ployaient sous le poids des fruits et les saisons coulaient sans heurts, comme un fleuve tranquille. À l'origine de ce rythme stable, Déméter. Elle n'était pas une déesse lointaine. Elle marchait parmi les hommes, mains plongées dans la terre, visage tourné vers le ciel, respirant la poussière et la lumière. Elle connaissait le goût de la pluie sur les feuilles, l'odeur d'un champ au lever du jour, le poids d'un été trop long. Elle n'était pas crainte, elle était honorée parce que sans elle, rien ne levait. Mais au cœur de sa puissance, une seule chose comptait vraiment, sa fille, Perséphone. Une présence discrète et vive à l'image de la première pousse au printemps. Elle ne cherchait pas à être vue, mais sa manière d'être au monde attirait les regards. Lenteur d'un geste, silence d'un regard posé sur une tige fragile, attention portée à ce qui tremble. Déméter veillait sur elle, non pas comme une gardienne, mais comme une femme qui sait que tout ce qui est vivant est menacé. Elle observait sa fille grandir avec une joie teintée d'inquiétude, car il y a dans chaque croissance une séparation qui se prépare. À cette époque, le monde ignorait encore ce qu'était la perte, car tout semblait immobile dans une forme d'éternel présent. Rien ne mourait, rien ne s'effaçait, il n'y avait pas encore de creux entre les saisons. Elle n'aimait pas les foules, elle préférait la lisière, l'endroit où la lumière se brise sur les feuilles, là où les insectes hésitent entre l'air et la tige. Là, elle avançait seule, parfois en silence, parfois en chantonnant des airs qu'elle n'avait pourtant pas appris. Elle ne courait pas, elle ne dansait pas non plus. Elle touchait les choses, une feuille blessée, un bouton fermé. Elle ne les arrachait jamais, elle cueillait seulement ce qui était prêt. Les autres dieux la trouvaient distante. Elle ne cherchait ni gloire, ni pouvoir.
Elle vivait dans le temps suspendu de la floraison, et ses mains, tachées de pollen, connaissaient la fragilité des choses. Elle ne parlait pas beaucoup, mais on disait qu'elle écoutait avec attention, que ce soit les oiseaux, le vent ou la matière. C'est dans ce silence qu'Hadès la vit. Hadès ne venait pas souvent à la surface. Trop de lumière, trop de mouvement. Mais ce jour-là, quelque chose ou quelqu'un l'attira. Peut-être une faille dans le sol ou une rumeur venue des racines. Il s'approcha du monde d'en haut comme on en trouve une porte depuis longtemps fermée. Il l'aperçut de loin, elle, agenouillée dans une clairière, le dos légèrement courbé, occupée à replacer une tige couchée par le vent. Elle ne leva pas la tête, elle n'en avait pas le besoin, il n'y eut pas d'échange de regards, juste ce moment, une présence, une attention. Hadès ne connut pas le désir, en tout cas pas comme les autres dieux, mais ce jour-là, il ressentit une chose qui ne lui ressemblait pas, un écart de silence comme un battement de trop, et cela fut suffisant. Il sut qu'il devait revenir. La journée s'annonçait comme les autres. L'air était clair, les ombres longues et le ciel encore un peu pâle. Perséphone marchait seule dans le champ, son panier à moitié vide. Elle le vit, un narcisse d'une blancheur inhabituelle, au centre d'un cercle de terre nue, comme s'il avait poussé là sans permission. Elle hésita. Ce n'était pas une fleur comme les autres. La fleur semblait presque la regarder. Et pourtant elle s'accroupit, tendant la main, elle effleura le pétale du bout des doigts. C'est à ce moment précis que la terre se fendit, sans bruit, sans cri, juste une fracture nette, verticale. Le sol s'ouvrit comme une paupière et dans l'ouverture, l'ombre. Hadès surgit, debout sur son char noir, les rênes dans une main et l'autre tendue vers elle. Elle n'eut pas le temps, l'air devint dense, le ciel s'éloigna et elle bascula. La terre se referma. Ce jour-là, Déméter sentit l'absence avant de comprendre la disparition. Un léger dérèglement dans l'air, une vibration interrompue. Elle appela, rien. Elle parcourut les champs, interrogeant les bergers, les vents et les pierres. Personne n'avait vu la jeune fille. Les fleurs ne répondaient pareil qu'elles ne l'avaient pas vue. Les oiseaux évitaient les clairières et c'était comme si la nature entière savait mais ne pouvait lui dire. Les jours passèrent, puis les semaines. Déméter quitta l'Olympe. Elle abandonna les champs. Elle se dépouilla de ses titres et de son rôle, et elle marcha, sans fin, sans repos, pour seul habit la poussière et le silence. Le monde continuait à tourner, mais les saisons s'effaçaient. Sans elle, les moissons ne venaient plus, les feuilles ne poussaient plus, et la terre entrait dans une attente sans nom. Le froid ne fut pas brutal.
Il glissa d'abord dans les ombres, s'installa dans les interstices. Les sources se turent, les arbres se figèrent, le sol durcit comme s'il se retirait de lui-même. Les humains ne comprenaient pas, ils se mirent à prier, ils offraient, mais rien ne poussait. Les greniers se vidaient peu à peu, les feux devenaient maigres. Dans les temples, les statues de Déméter prirent la poussière. La déesse n'était plus là. Elle n'entendait plus, car elle cherchait. Et sous la lumière grise des jours sans saison, elle avançait obstinément, portée par une seule question, la seule qui importait désormais. Où est-elle? Zeus même la convoqua. Elle ne répondit pas. Apollon lança ses appels vers elle en lui parlant en vers. Elle ne l'écouta pas. Arès tenta même par la force, et il recula devant son regard. Elle n'était plus Déméter, la déesse des moissons. Là, aujourd'hui, avant toute chose, elle était mère. Même Hermès, le messager rapide, a ralenti en l'approchant. Il sentit que quelque chose se passait de grave. Il vit dans ses yeux une détermination que rien ne pourrait jamais fléchir. Une immobilité ancienne, quelque chose qui se figeait, une douleur qui ne cherche pas de solution, mais qui veut trouver. Quelque chose devait être fait, car le monde se vidait, car la vie s'éloignait. Lorsque l'hiver se prolongea au-delà du raisonnable, lorsque les offrandes se firent rares et les temples vides, Zeus comprit que le déséquilibre n'était plus une simple humeur divine, c'était un basculement. Il convoqua Hermès, car Hermès connaissait tous les passages, tous les seuils, même ceux qui mènent du visible à l'invisible, ceux qui tissent un pont entre les vivants et les morts. Il descendit dans les profondeurs du monde, là où le temps n'a plus la même forme, là où les ombres ont une mémoire plus longue que les pierres. Il trouva enfin Hadès, assis dans une immense salle vide, entourée seulement de silence. Perséphone se tenait non loin, droite, calme, mais changée. Hermès parla. Il expliqua tout, la sécheresse, les prières, la faim, l'hiver et le froid qui grandissaient sans jamais faiblir. Il évoqua aussi la douleur de Déméter, non comme une menace, mais comme une faille qui grandit. Il parla aussi de la peine d'une mère. Hadès écouta. Il ne protesta pas. Il savait que ce qu'il avait pris ne pouvait être gardé sans conséquence. Mais il avait préparé quelque chose. Hadès se tourna vers Perséphone et ne tenta pas de la convaincre. Il ne l'enferma pas, il lui offrit. Il lui offrit une grenade posée sur un plat de pierre noire.
éclat discret dans l'ombre, un fruit ancien qui est symbole de vie enfermée, de promesses en sommeil. Perséphone hésita. Ce n'était pas de la peur ni de la soumission. C'était un frémissement intérieur, le pressentiment qu'une ligne allait être franchie. Elle saisit le fruit entre ses mains et d'un seul geste, calme mais ferme, l'ouvrit. Le rouge des graines semblait contenir une chaleur oubliée. Elle mangea 6 graines, 6, comme 6 mois. Chaque graine liait une partie d'elle à ce lieu, non comme une prisonnière, mais comme une femme qui porte désormais 2 mondes en elle, celui de la surface, mouvant, vibrant, et celui d'en dessous, plus lent, plus grave. Et par ce geste, simple en apparence, elle fonda l'idée du cycle. Ce n'est pas le fruit lui-même qui lia le basculement du cours des choses, c'est le choix, le fait d'avoir accepté, d'avoir avalé, d'avoir laissé entrer en elle ce monde. Le destin ne tient pas à la force, il tient au geste minuscule, une bouchée, une pause, un regard prolongé. En mangeant les graines, Perséphone ne perdit pas sa liberté. Elle entra dans une complexité nouvelle. Elle devint celle qui traverse, celle qui connaît la lumière et l'ombre, celle qui sait ce que c'est d'être cherchée et ce que c'est que de ne plus vouloir fuir. Elle ne serait plus jamais seulement une fille, elle devint un seuil. À partir de ce moment, plus rien ne serait permanent, plus aucune saison ne durerait toujours, tout ne serait que passage. Hermès remonta vers la surface avec une réponse. Pas une victoire, mais une restitution, un accord. Zeus, Déméter, Hadès, tous reconnurent que le monde ne pouvait plus revenir à l'état d'avant, que ce qui avait été vu ne peut être oublié, que ce qui a été vécu s'imprime, et ainsi fut décidé. Perséphone passerait 6 mois sous la terre, auprès d'Hadès, dans la lenteur des ombres, et 6 mois au-dessus, dans la lumière du monde, auprès de sa mère. Le monde entier devint le miroir de ce mouvement, car en Perséphone s'unissaient désormais les 2 polarités, la croissance et le retrait, la clarté et la profondeur, l'élan et le silence. Elle devint le battement du temps, pas un retour en arrière, mais un mouvement circulaire. Chaque année, elle partirait et chaque année, elle reviendrait. Et dans ce va-et-vient naîtraient les saisons. Lorsqu'elle remonta pour la première fois, la terre retint son souffle. Le vent redevint tiède, les racines bougèrent sous la surface, les bourgeons hésitèrent puis s'ouvrirent. Elle n'avait rien dit, mais sa seule présence suffisait. Déméter, en la voyant,
ne pleura pas tout de suite. Elle la toucha d'abord, pour être sûre, pour ancrer la réalité dans le corps. Puis, sans éclat, elle reprit son rôle, elle marcha dans les champs, releva les tiges, ouvrit les sillons. Les graines attendaient. Ce printemps-là fut le premier. Et depuis, chaque année, lorsque Perséphone revient, le monde recommence à croire, à croître. Les mois de lumière portaient la marque de Perséphone, pas seulement dans les fleurs, mais dans la qualité de la lumière, dans la manière dont les choses poussaient, comme si tous savaient que ce moment était précieux, transitoire. Les moissons étaient pleines, mais jamais éternelles. Le chant des oiseaux semblait toujours chargé d'un reste d'absence. Mais dans la joie, il y avait la mémoire de l'autre moitié du cycle. Déméter aussi souriait, mais c'était une joie consciente, aiguë et fragile. Elle savait que la séparation reviendrait, et c'est cela qui rendait chaque jour plus dense, plus vrai, plus précieux. Perséphone, elle, marchait à travers les champs avec un silence nouveau. Elle n'était plus la jeune fille d'autrefois, elle portait en elle quelque chose de plus grave, comme une ombre douce, une mémoire lente, et c'est cela qui faisait d'elle, désormais, la déesse du retour. Le départ se faisait toujours sans fracas. Un matin un peu plus froid que les autres, un silence plus dense dans les feuillages, elle posait sa main sur l'épaule de Déméter sans mot et descendait. Le monde ne se brisait pas, non, juste il se refermait, et les feuilles tombaient une à une, et les couleurs peu à peu se retiraient. Le sol se couvrait, le ciel devenait plus bas. Déméter, alors, elle aussi, ralentissait. Elle n'abandonnait pas, non, juste elle attendait, car l'absence de sa fille n'était plus une blessure ouverte, mais une forme de temps, une profondeur nécessaire. Et cependant que Perséphone retrouvait le royaume d'en bas, les graines s'enfonçaient plus loin sous la terre, les bêtes hibernaient et le monde se recueillait. L'hiver n'était plus une punition, c'était un repli, un retour vers l'intérieur. Perséphone ne fut jamais rendue, elle ne fut ni prisonnière, ni tout à fait libre, elle devint le passage, elle portait les cycles, l'alternance, l'idée même que rien ne dure, ni l'éclat, ni l'absence. Son mythe nous enseigne que la perte n'est pas la fin, mais une transformation, que l'on peut disparaître sans se détruire, qu'il y a dans chaque retour une trace de ce qui a été traversé. Depuis ce temps, la terre respire selon son rythme, les fleurs s'ouvrent puis tombent, la lumière s'attarde puis s'efface, et dans chaque bourgeon, dans chaque feuille morte, il y a encore le geste muet de Perséphone, celle qui va, celle qui revient, celle qui fait de l'absence un commencement.
Et voilà, ce mythe touche à sa fin. C'est ainsi que chaque année, la lumière part puis revient, et qu'en chaque absence, une promesse dort. Perséphone n'est jamais tout à fait partie. Elle nous rappelle que l'ombre ne nie pas la vie, elle la prépare, la protège, la fait durer. Avant de vous quitter, j'aimerais aujourd'hui vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Comme vous l'avez peut-être remarqué, vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Et je vous en suis infiniment reconnaissant, vraiment, à la fois m'accompagner dans le développement de cette chaîne, et puis aussi je le sens à travers vos présences, à travers vos commentaires, à travers vos likes et vos abonnements, que effectivement peut-être à mon humble endroit, je contribue un peu à un apaisement, un calme. Comme la chaîne se porte très bien, et tout cela c'est grâce à vous et encore merci, dans quelques temps, YouTube me proposera d'être partenaire avec eux, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque cela permettra vraiment à la chaîne de pouvoir perdurer dans le temps et à moi de m'investir encore plus pour vous apporter un contenu de qualité, justement pour vous accompagner. Alors la manière la plus simple de YouTube d'être partenaire avec moi, c'est effectivement, et vous le savez, c'est le jeu de YouTube, c'est de proposer des espaces publicitaires. Et j'y ai réfléchi déjà depuis quelque temps et je pense qu'on est quand même assez d'accord, vous et moi, pour se dire que de mettre de la publicité dans des lectures de contes qui ont pour ambition d'apporter un moment paisible et d'offrir comme ça une bulle un peu en dehors de notre monde quotidien, que ça ne matche pas vraiment avec l'esprit de cette chaîne. En tout cas, moi, c'est pas du tout la raison pour laquelle je fais cette chaîne. Et donc, je me demande de quelle manière on pourrait ensemble trouver un ou des moyens de me donner la possibilité de m'investir plus dans cette chaîne en évitant le plus possible. Après, je ne sais pas du tout si les publicités sont obligatoires, si on peut ne pas les activer. La question se posera lorsque YouTube me le proposera. En tout cas, j'ai cogité un peu dans mon coin pour réfléchir à une manière peut-être de me soutenir, ou en tout cas effectivement de pouvoir imaginer comment faire perdurer cette chaîne. Il y a déjà plusieurs options qui sont possibles assez rapidement. L'une d'elles, c'est en fait de proposer un abonnement. Donc c'est un abonnement payant qui sera vraiment très très peu élevé, puisque le but vraiment c'est juste de donner un petit coup de pouce à cette chaîne de votre part, si vous le voulez bien. Et ça serait donc un abonnement effectivement payant, peu cher encore une fois, qui permettrait d'offrir un contenu privilégié à celles et ceux qui voudraient soutenir la chaîne. Et je me suis dit qu'en même temps, de proposer comme ça des comptes bonus, pour moi ça ne répond pas trop à cette question de partager avec le plus grand nombre, puisque finalement pour moi ces comptes sur internet, c'est vraiment l'idée de partager avec le plus grand nombre possible, sans limite, et vraiment que ces instants d'apaisement et de bulle de paix, que ça puisse vraiment se diffuser. Et donc je me suis dit qu'effectivement de faire des comptes bonus, que ça allait être frustrant et qu'en tout cas c'était pas, encore une fois, dans l'esprit de cette chaîne qui est vraiment l'idée de partage. Et donc je me suis dit que les personnes qui me suivent ici ont effectivement ce désir de créer des moments de calme et donc peut-être proposer comme ça des séances audio guidées, on pourrait dire,
où avec ma voix, je vous accompagne dans des moments de relaxation. Il y a une chose que vous savez déjà, c'est mon nom, Sébastien Ly. Et si vous cherchez sur Internet, vous trouverez que je suis danseur et chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle la compagnie Carman. Vous ne trouverez pas d'informations. Et qui a pour caractéristique effectivement de travailler sur une certaine relation au temps. J'ai créé un premier spectacle fondateur qui s'appelle Instant. Et le sous-titre c'est durée très courte qui est saisie comme un tout. Et très vite dans mon travail, on m'a fait ce retour que ça crée un mouvement, enfin que ça crée une sensation de temps suspendu. Et c'est vrai que par des spectacles, on touche beaucoup de gens, mais on ne touche que des personnes qui viennent voir un spectacle. Et je me suis dit que cette chaîne, c'était aussi l'occasion de pouvoir partager certaine couleur du temps de manière très large, la plus large possible. Et pour continuer à partager avec vous, chaque jour je travaille avec ma compagnie et lorsque je donne des ateliers, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des personnels du monde hospitalier, que ce soit pour un tout public, que ce soit pour des personnes âgées. En fait, je commence toujours une séance de travail du corps par un moment de visualisation et de relaxation, où je nomme des parties du corps et j'invite, à travers des mots très précis, à détendre, relâcher, imaginer, laisser circuler, ressentir. Et je me suis dit, pourquoi pas partager cette chose que je travaille depuis déjà de nombreuses années sur Internet. Et donc, pourquoi pas avoir comme contenu bonus des séances comme ça, vraiment qui s'appuient sur mon travail de chorégraphe pour détendre les corps en fait. Donc ça, c'est une possibilité. Mais du coup, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. L'autre possibilité, c'est qu'on peut intégrer sur la page YouTube de sa chaîne une boutique où on peut vendre différents objets. Et donc, j'ai commencé à peine à réfléchir et je me suis dit pourquoi pas aussi vous accompagner dans des moments de calme qui sont peut-être des moments où vous buvez du thé ou plutôt une tisane une tisane. Lorsque vous écrivez, des moments comme ça très particuliers où vous prenez un temps pour vous et que peut-être je pourrais décliner les légendes de Monsieur Ly sur des très belles illustrations, sur des tasses, peut-être sur des carnets, voilà, en tout cas sur des objets qui sont vraiment liés à la question de créer un temps pour soi. Voilà en fait ces premières idées que je voulais partager avec vous, vraiment avec l'idée que cette chaîne vraiment reste un endroit de paix absolue, un peu en dehors effectivement de cette question de la publicité qui est quand même au cœur du jeu de YouTube. Encore une fois que ça se présentera devant moi, il faudra vraiment que je comprenne ce à quoi je peux renoncer et ce qui m'est imposé par YouTube, puisque l'enjeu c'est quand même que cette chaîne continue à exister. Mais voilà, c'était un peu les deux idées qui m'ont traversé l'esprit. Et comme je veux que cette chaîne grandisse avec vous et qu'ensemble on voit comment cette chaîne se développe, il me tenait vraiment à cœur de partager ces questions avec vous plutôt que de réfléchir tout seul dans mon coin et de prendre des décisions qui peut-être ne vont pas dans un sens qui vous convient à vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce conte et de cette vidéo. Donc vraiment du fond du cœur, merci encore d'être là. Et s'il vous plaît, partagez avec moi vos idées, vos envies, tout ce qui vous anime, ce que vous pouvez imaginer du futur de cette chaîne. En tout cas, moi je suis là pour vous. Ce projet
me remplit de joie. Merci encore pour vos commentaires. C'est pour moi des moments de joie aussi de voir que ce temps que je consacre à ces vidéos, en fait, ça, ça marche quelque part. Ça veut dire que cet effet d'apaisement, de paix, de calme, qui je trouve de nos jours est quand même primordial parce qu'on est quand même soumis à plein de choses pas faciles et que si cette chaîne peut remplir cette mission-là, j'en serai vraiment le plus heureux. Donc vraiment j'attends vos commentaires, vos remarques et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conte.